Les infractions, mesdames et messieurs, à l'utilisation des TIC avec Maître Djelardier qui est avec nous une fois de plus. C'est deuxième dose, hein, Maître. Aujourd'hui, Alix l'a énoncé déjà, on va parler des cas pratiques. Et tout de suite, sans tarder, nous allons aller avec le premier cas. Le mardi passé, nous avons parlé un peu du cadre législatif. Aujourd'hui, on va rentrer de plein pied dans le sujet. Alors, Maître, bonjour. Bonjour, Marcel. Alors, le Bonjour. premier cas, une secrétaire revenant de congé maladie s'aperçoit que son employeur a ouvert l'ordinateur sur lequel elle travaille au bureau et a lu ses emails. Par la suite, son directeur général lui a reproché d'avoir envoyé des informations confidentielles à des concurrents et après lui avoir adressé une demande d'explication, a procédé à son licenciement. Elle entend porter plainte contre lui pour avoir ouvert ses mails sans son consentement. Quelles sont, Maître, ses chances de succès selon vous? Alors, ce qu'elle reproche à son employeur, c'est d'avoir utilisé son ordinateur, d'avoir lu sa correspondance électronique. Donc, elle suppose que cela constitue une infraction parce qu'elle n'aurait pas donné son autorisation à l'employeur. Alors, il faut savoir que si l'employeur a effectivement recherché le moyen d'accéder à la boîte email, qu'il a cherché le moyen de contourner le mot de passe, alors on pourra dire qu'il a pris frauduleusement connaissance de l'information contenue dans cet ordinateur-là. Seulement si, comme très souvent cela se passe, le mot de passe était déjà enregistré dans le navigateur Internet, l'employeur qui est propriétaire du parc informatique de la société a le droit, lorsque son employé est absent, de rechercher une information quelconque sur l'ordinateur. S'il n'a pas contourné le mot de passe, on ne peut pas lui reprocher d'avoir commis une infraction. L'infraction qu'on pourra lui reprocher est de deux types, enfin de deux natures. Soit ce qui est prévu par l'article 26 de la loi sur la cybercriminalité, qui consiste à prendre frauduleusement connaissance de l'infraction, soit ce qui est prévu par l'article 31, qui consiste à ouvrir de mauvaise foi une correspondance. Et ici, la notion de mauvaise foi est capitale. Est-ce que l'employeur a été de bonne ou de mauvaise foi? S'il a été de mauvaise foi, l'employé peut porter plainte contre lui. Et s'il a été de bonne foi, elle peut porter plainte, mais elle n'aura pas gain de cause. Elle n'aura pas gain de cause. D'accord. Donc le cas ici traité de Madame la secrétaire. Autre cas à vous soumettre, sous X. Madame X soupçonne son époux de commettre une infidélité depuis quelque temps. Elle décide de le surveiller et réussit à découvrir le mot de passe de son téléphone portable. Pendant le sommeil de l'époux, elle s'empare de son téléphone et découvre des SMS témoignant incontestablement d'une relation extra-conjugale. Alors qu'elle réveille son mari pour le sommer de s'expliquer sur ces messages compromettants, celui-ci la menace de porter plainte contre elle pour s'être frauduleusement introduite dans son téléphone. Cette menace des poursuites est-elle fondée au regard du droit en Côte d'Ivoire, Maître? Alors, ici, c'est un peu le même cas, mais présenté de façon différente. Il y a toujours la question de la légitimité de l'action de celui qui va prendre connaissance de l'information. Il y a toujours la question de la bonne foi de celui qui recherche l'information. Ici, c'est une dame qui est mariée, il me semble, puisqu'on parle de l'époux. C'est ça. Donc, elle est dans un cadre de relation amoureuse légitime et protégée par la loi. De sorte que si elle a des soupçons qui sont motivés par certaines attitudes de son conjoint, le fait pour elle d'aller rechercher l'information ne peut pas, a priori, être regardé comme constituant de la mauvaise foi, à mon sens, à tout le monde. Et donc, on ne peut pas lui faire application des dispositions pénales qui condamnent celui qui va à la recherche de l'information de façon électronique, frauduleusement ou de mauvaise foi. C'est vrai qu'elle a suppris le mot de passe de son époux, et que l'article 30 de la loi sur la cybercriminalité prévoit une peine très lourde, qui ne peut pas être inférieure à 10 ans lorsque on commet une infraction liée à l'utilisation des TIC qui concerne un matériel qui est protégé par un code d'accès secret. Donc si on devait lui faire application de cet article-là, elle encourait une peine minimale de 10 ans de prison pour avoir regardé dans le téléphone de son époux. Et ce serait vraiment pas logique. Ah oui, franchement, quand ils sont mariés. Donc je pense que dans ce cas-là, on est obligé de lui reconnaître la bonne foi
compte tenu de la légitimité de sa relation. Et voilà, ça va chauffer aujourd'hui. N'aura qu'à s'exprimer. Ça donne froid dans le dos, j'imagine, les conversations à la maison. On ne va pas regarder nos téléphones de la même manière ce soir. Alors, une dame, autre cas à mettre, à vous soumettre et à proposer aux téléspectateurs, une dame découvre sur le réseau social Facebook, toujours là-bas que ça commence, découvre sur le réseau social Facebook des publications la concernant, faites par une personne qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, l'accusant d'entretenir une relation amoureuse avec l'époux de la meilleure amie de l'auteur des publications concernées. La dame souhaite savoir de quels moyens elle dispose pour pouvoir mettre un terme à ces publications qui sèment le trouble, on imagine, dans son foyer et mettant à mal ses relations avec des collègues au bureau. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'effectivement, elle entretient une relation qu'on dirait coupable avec le conjoint de la dame concernée. Parce que c'est une infraction en République de Côte d'Ivoire que d'avoir des relations avec quelqu'un qui est marié. C'est une infraction qui est prévue par l'article 456 du Code pénal. Et la peine, il me semble, est de 2 mois à 1 an de prison. Donc, je vois les sourires, mais c'est une réalité. Ouais. Alors, elle reproche à quelqu'un d'avoir mentionné sur Facebook qu'elle entretient une relation amoureuse avec quelqu'un qui est marié. Donc, avant d'entreprendre quelconque action, il faut qu'elle regarde elle-même la poutre qu'elle a dans son œil éventuellement, qu'elle se demande est-ce que je le fais ou pas. Et si elle entretient effectivement ce type de relation, je pense qu'elle aurait tout intérêt à mettre balle à terre, comme on dit, pour ne pas entraîner des poursuites judiciaires à son encontre de la part de l'épouse de son amoureux. Maintenant, si tel n'est pas le cas, si c'est une imputation d'un fait qu'elle n'a pas commis, la première chose à faire pour faire cesser donc les publications sur Facebook, c'est de signaler ces publications-là comme étant abusives. La deuxième chose, ce serait de porter plainte contre celle qui fait ces publications-là sur le fondement de l'article 446 du Code pénal de la République de Côte d'Ivoire qui punit la dénonciation calomnieuse. Vous avez sorti le terme. C'est le fait de faire des allégations volontairement mensongères concernant des faits qui sont susceptibles de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires. Donc elle pourrait saisir l'autorité de police judiciaire, notamment le procureur de la République, pour engager des poursuites contre ces personnes-là. Je précise qu'il faut qu'elle soit vraiment blanche comme neige, à mon sens. Oui, la précision est de taille, c'est très important. Très important. Alors, oui, cas prochain. Un individu soupçonne sa petite amie de 25 ans d'entretenir une relation amoureuse parallèle à la leur, dit donc l'infidélité. Pour pouvoir rassembler des preuves de cette tromperie, il décide d'installer sur le smartphone de son amoureuse, à l'insu de cette dernière, une application qui lui donne accès aussi bien à l'historique des appels téléphoniques de la concernée qu'aux messages à elle envoyés ou reçus. Des mois plus tard, le smartphone tombe en panne et sa propriétaire le dépose chez un professionnel de la réparation de téléphones et d'ordinateurs pour le faire réparer. C'est ce dernier qui découvre l'application susmentionnée et qui en informe sa cliente. Prise de colère, elle décide de porter plainte contre son compagnon, petit ami, donc précision, ils ne sont pas mariés. A-t-elle raison de le faire ? Alors, dans ce cas pratique particulier-là, d'abord, l'individu concerné, il prend sur lui d'installer une application tierce à l'insu du plein gré du propriétaire du téléphone. Il exploite donc cette application, puisqu'il lit les messages, il regarde l'historique des appels, il fouille dans le téléphone et il le fait pendant plusieurs mois. Donc je pense qu'il y a une accumulation d'actes qui font qu'on ne peut pas lui reconnaître la bonne foi. Encore que la relation dans laquelle il se trouve n'est pas juridiquement protégée. Ça peut être ce qu'on appelle une union libre, un concubinage. Et c'est une relation qui n'est pas encadrée par la loi et donc qui ne fait pas l'objet d'une protection juridique, qui ne donne pas le droit en tant que tel, et surtout pas le droit d'installer une application dans un téléphone. Et le fait d'installer cette application-là constitue une infraction spécifique qui est prévue par l'article 12 de la loi sur la cybercriminalité, qui punit le fait d'altérer des données à l'intérieur d'un système d'information
d'y ajouter ou de soustraire des données. Donc, une application, cela n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions. Donc, c'est de l'information que vous ajoutez au téléphone. Et c'est une infraction qui est punie d'une peine allant de 1 à 5 ans de prison. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Il prend frauduleusement, c'est le cas de le dire, connaissance du contenu du téléphone. La peine est ici de 5 à 10 ans de prison, prévue par l'article 26 de la loi sur la cybercriminalité. Donc, dans cette hypothèse-là, je ne vois pas de motif d'écarter l'application de ces... Et si c'était marié, ça changeait? À mon sens, l'appréciation va relever du pouvoir du juge qui sera saisi de cette affaire. Mais je pense que la situation est tout à fait différente quand on est marié, parce qu'on est dans une relation qui est protégée par la loi. C'est ça qu'Alix a dit, la petite amie, c'est important. Donc, alors, un autre cas, là on va laisser un peu l'infidélité pour aller maintenant dans d'autres sillons. Aujourd'hui, avec les smartphones, tout le monde peut prendre tout le monde en photo à son insu ou enregistrer une vidéo sans le consentement de ses protagonistes. De telles photos et vidéos se retrouvent souvent de façon malencontreuse ou voulue sur les réseaux sociaux. Alors, les personnes dont les images sont ainsi publiées ont-elles des voies de recours pour mettre un terme à ces agissements, maître? L'encadrement de l'utilisation d'éthique en Côte d'Ivoire est fait de sorte à protéger la vie privée, à protéger les données à caractère personnel des consommateurs et des utilisateurs. C'est ce qui est prévu par l'article 7 de la loi d'orientation de la société d'information en Côte d'Ivoire. La loi de 2013 sur la protection des données à caractère personnel prévoit que celui dont les données sont utilisées à l'encontre de sa volonté puisse mettre un terme à cette utilisation-là. Et ce qu'on entend par données à caractère personnel, c'est tout élément d'identification, quelle que soit la forme, données numériques, données sous forme d'image ou de son, qui identifie la personne et qui permet d'en préciser l'identité. L'image fait partie de ces données à caractère personnel. Et vous avez l'article 30 qui permet à celui qui voit son image être utilisée ou tout autre type de données à caractère personnel être utilisée, de faire cesser cette utilisation-là en s'adressant à ceux qui sont au niveau de l'administration du site Internet concerné, chargés de la protection des données à caractère personnel. Bien évidemment, cela peut marcher plus facilement lorsqu'il s'agit d'un site qui est dont l'administration est localisée en Côte d'Ivoire. Pour les autres sites, vous avez toujours la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de signaler les publications dont vous pensez qu'elles bafouent votre droit ou qu'elles violent votre droit à l'image pour faire cesser l'utilisation, la publication de ces images, de ces vidéos-là. D'accord, maître. Toujours est-il qu'il faut retenir que ce n'est pas anodin de prendre des vidéos de personnes sans leur consentement et de les publier par la suite. Il faut faire attention donc. Alors, maître, la Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décennies considérée comme une plateforme tournante de la culture en Afrique, dans la mesure où l'éthique se développe de plus en plus dans notre cher pays. Cela nous conduit à nous interroger. La loi ivoirienne protège-t-elle la propriété intellectuelle des atteintes qui peuvent lui être portées grâce au TIC? Oui, absolument. C'est l'une des vocations de la loi sur la cybercriminalité, de mettre un terme ou de prévenir la violation du droit à la propriété intellectuelle. On parle précisément du droit d'auteur et des droits voisins. Et donc, cela a été érigé en infraction le fait de reproduire et de distribuer, grâce au TIC, des œuvres qui sont protégées. La protection s'entend du seul fait même d'avoir créé une œuvre originale. Dès lors que vous créez une œuvre originale, vous avez dessus le droit d'auteur et vous bénéficiez des droits voisins. Et vous êtes la seule personne, vous et vos ayants droit, à pouvoir autoriser l'utilisation de votre œuvre originale. Et la loi sur la cybercriminalité a prévu que soient sanctionnés ceux qui reproduisent, qui stockent ou qui distribuent ce type d'œuvre-là grâce au TIC. Et on va penser notamment aux films, aux vidéos qui sont partagées sur les sites de partage peer-to-peer. C'est une attitude, une action qui est illicite, et le fait de télécharger ce type d'œuvre-là est également illicite. Le téléchargement, le stockage, la distribution, le visionnage constituent des actes qui sont illicites.
Ok, merci maître. Alors, tout à l'heure, on a reçu notre collègue du digital de la maison RTI qui nous disait que les 14-30 ans étaient très concernés par tout ce qui est digital. Moi, je reste dans ce giron-là des 14-30 ans. L'accès à un cybercafé, est-ce que c'est réglementé, à un mineur, est-ce que c'est représenté? Parce que 14, on est encore mineur, là, de 14 jusqu'à 18 ans. Comment c'est réglementé tout ça par la loi ivoirienne? Le législateur considère de façon générale, et c'est vrai, que celui qui n'a pas atteint la majorité ne jouit pas de toutes ses facultés. C'est 18 ou 21? 18, maintenant. 18. Maintenant. Révolu. Oui. Maintenant. Révolu. Maintenant. Maintenant, oui. Avant 21, comme vous avez évoqué. Ne jouit pas donc de toutes ses facultés et donc ne peut pas par lui-même poser certains actes. Entrer dans un cybercafé, le cybercafé, c'est, nous savons tous ce que c'est, c'est un centre ouvert au public où on fournit des prestations de télécommunications, Internet, téléphone, traitement de texte. Le laisser entrer là, sans garde-fou, c'est l'exposer à tout ce qu'on peut voir sur Internet en termes de pornographie, de violence et tout ça. Et donc la loi a prévu que le mineur de moins de 10 ans ne puisse pas entrer seul dans un cybercafé sans être accompagné par un adulte. Celui qui a moins de 18 ans, donc en petit, c'est 18 ans, peut entrer seul, mais ne peut pas avoir accès à tous les sites. Notamment, il ne peut pas accéder aux sites à caractère pornographique ou qui présentent de la violence excessive. C'est pour cela qu'il est exigé l'identification de tous les usagers des cybercafés pour pouvoir déterminer leur âge et donc leur majorité. Et faire les réglages qui s'imposent. Absolument. Alors, maître, on raconte qu'il est possible de récupérer des informations protégées en passant par l'éthique. Cela est-il puni ici en Côte d'Ivoire par la loi? Cela est puni. Je crois qu'on l'appelle piratage informatique. D'un point de vue technique, on parlera de vol d'informations. Le vol d'informations est prévu par l'article 26 de la loi sur la cybercriminalité. Et il est passible d'une peine allant de 5 à 10 ans de prison. Donc, il faut dire à ceux qui seraient intéressés par ce genre de pratique-là qu'il y a gros à risquer pour eux. En tout cas, merci infiniment à vous, maître Eric Arsi Djelardier. Je rappelle qu'avec vous, nous évoquions vraiment des cas concrets dans le vécu des Ivoiriens, le vécu quotidien des Ivoiriens relativement à l'infraction liée à l'utilisation d'éthique. Mardi prochain, si vous nous faites l'honneur, l'amitié d'être en notre compagnie, on sera avec un nouveau cas de droit avec toujours des cas pratiques. Mais demain, c'est mercredi à Matin Bonheur, on va parler famille. Bonne journée et merci à Cora Création de nous habiller.